Donc le but aujourd'hui, c'est de parler un peu des différentes initiatives qui ont été mises en place pour encourager les femmes à pratiquer les sports de montagne. Donc je suis assez bien placée en tant qu'aspirante guide et j'ai aussi encadré des différentes associations, enfin Lead the Climb et Girls to the Top, qui proposent des formations des stages de formation pour l'autonomie et le leadership. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça fait plaisir, il y a quand même de plus en plus de femmes en montagne et c'est encourageant. Après, c'est vrai que des cordées 100% féminines ou des cordées avec des femmes en tête de cordée, c'est quand même encore peu commun. Donc on a le plaisir d'avoir Edwige Caron qui a participé à l'organisation du festival Femmes en montagne. Donc c'est un festival qui s'est déroulé la semaine dernière à Annecy et ça a été un grand succès. Donc elle nous parlera un peu des films qui ont été mis et comment ça s'est déroulé. Et on a également Anaïs Pelafinet. Donc Anaïs, elle fait partie du groupe des encadrantes de Lead the Climb. Donc elle nous expliquera ce que fait l'association Lead the Climb et qu'est-ce que c'est exactement le groupe des encadrantes. On devait avoir aussi Caroline Wargeorges qui devait être présente. Donc malheureusement, elle n'a pas pu être là. Mais je la remplacerai pour expliquer le projet. C'était donc le 100% Women Peak Challenge. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais un peu. Alors, donc je vais attaquer par ce projet. Donc, le 100% Women Peak Challenge, c'est une initiative qui a été lancée par Swiss Tourisme. Donc, c'est un peu, en quelque sorte, l'office de tourisme suisse. Et le but, donc c'était le challenge, c'était que les 48 sommets suisses de plus de 4000 mètres d'altitude soient gravis, et ce, par des cordées exclusivement féminines. Donc, c'est un projet qui s'est déroulé donc, du 8 mars au 8 novembre, enfin au 8 octobre. Et ça a été un grand succès. Il y a eu plus de 700 femmes alpinistes qui ont participé. Donc ça, à la base, c'est l'Office du tourisme suisse qui voulait redynamiser un peu le tourisme en Suisse après le Covid. Et donc, ils ont fait un appel d'offres avec une offre qui était plutôt destinée du coup aux femmes. Donc, il y a eu des propositions pour des projets qui étaient donc sportifs comme le 100% Women Peak Challenge, d'autres plutôt culturels, artistiques. Et donc, c'est le 100% Women Peak Challenge qui l'a emporté. Donc, ça a permis, ce projet, c'était assez intéressant. Ça a permis de faire qu'on connaisse un peu mieux la pratique de l'alpinisme pour des femmes en fait qui ne seraient pas forcément allées faire ce genre de choses. Donc de médiatiser un peu plus et aussi de montrer, donc c'est un projet qui a été géré et guidé par des femmes. Donc les femmes, ça représente, donc que ce soit en Suisse ou dans le monde entier, c'est que 3% donc des guides. Donc ça montre encore que c'est encore très minoritaire et donc ça peut peut-être donner des vocations et montrer que c'est quelque chose qui est quand même qui est sympa. Donc le projet, ça se prêtait bien à la Suisse, parce que donc les 4000, il y a des 4000 qui sont très faciles, pour ceux qui connaissent un peu le Brighton, la Guinard, et des choses beaucoup plus compliquées, comme le Cervin ou autre. Donc c'était assez intéressant, parce qu'il y en avait pour tous les niveaux. Le but du projet aussi, c'était qu'il y ait des femmes, que les femmes qui participent à ce projet, donc soit elles pouvaient soit gravir le sommet avec un guide, ou entre elles. Et donc en fait, la coordinatrice qui était donc Caroline Wargeorges pouvait donner des conseils. Si vous souhaitez faire ça à tel niveau, vous pouvez faire tel sommet. Donc grande réussite, ça a bien permis de médiatiser l'alpinisme au féminin. Donc en parlant de médiatisation, ça va me permettre de transitionner donc, sur le festival de femmes en montagne, dont Caroline a participé à l'organisation. Donc juste avant de parler un peu de ça, on va juste vous montrer le teaser qui est assez sympa. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu aller au festival la semaine dernière. Alors est-ce que ça...
Alors je vais te laisser nous présenter un peu du coup, le projet du festival. C'est un festival qui a été organisé aussi par l'association, donc On n'est pas que des collants. Donc peut-être tu peux nous parler aussi un peu de l'association. Alors l'association On n'est pas que des collants a été créée par Tania Naville, qui est une athlète qui fait beaucoup de ski de rando. Et elle l'a créée dans le but de pouvoir promouvoir et médiatiser la pratique féminine des sports de montagne. Parce que effectivement, quand on s'aperçoit, quand on allait voir Montagne en Seine, Banff, majoritairement c'était des films hommes, donc soit faits par des hommes, soit uniquement avec des hommes. Ça commence un petit peu à changer, mais c'était pas assez médiatisé pour vraiment montrer ce que les femmes étaient capables de faire aussi en montagne, sans forcément parler d'exploits. Donc c'est pour ça que la programmation du festival a été assez longue. On avait 24 films au total. Donc certains faits par des athlètes professionnels et d'autres par des amatrices. Donc ça permettait d'avoir vraiment un beau panel de films et de disciplines, parce que c'était autant de l'escalade, de l'alpinisme, du ski de randonnée, de la highline. On avait vraiment toutes les disciplines, et le festival a été un gros succès, parce qu'on a fait salle pleine tous les jours. Donc là, c'était vraiment top sur Annecy. Et sachant qu'aujourd'hui, on peut continuer de voir les films, parce qu'on a un système de digital où vous pouvez prendre un pass, et les films sont en illimité jusqu'au 21 décembre. C'était 18 et finalement on est passé au 21. Il faut s'inscrire, il faut payer pour voir les films. Oui, le pass digital coûte 20 € pour regarder les 24 films en illimité, à la maison sur le canapé. Donc c'est vrai que moi qui étais sur l'organisation du festival, je ne pouvais pas assister à toutes les diffusions, et comme les salles étaient complètes et les places des bénévoles étaient vendues pour que les gens puissent en profiter, donc à la maison, là tous les soirs, je profite des petits films de 3 minutes à 1 heure, 30 minutes, donc on choisit selon ce qu'on a envie de regarder, donc un peu de grimpe, un peu de tout, donc c'est vraiment beau à voir, parce que je trouve que c'est une autre approche de la montagne, et c'est assez agréable et assez doux. On peut s'identifier facilement dans ces femmes qui sont filmées sur ce festival. Donc il y avait un mixte un peu pour la sélection des films. Il y avait donc des films un peu pro et d'autres un peu plus amateurs. Tu peux Alors oui, donc il y a eu 3 prix. Donc le prix du jury, le prix du meilleur court-métrage et le prix du public. Donc on a vraiment une grosse mixité. Donc le prix du jury, vraiment qui a fait l'unanimité, c'était le film The Traverse sur la traversée Chamonix-Zermatt de Hilary et Valentine. Donc vraiment un film magnifique. Pour le meilleur court-métrage, c'était un film qui s'appelle Four Elements, donc qui était vraiment un peu une poésie de la poésie cinématographique. C'était vraiment magnifique, et donc c'était pas une professionnelle qui l'a fait. Et le prix du public, c'est vraiment une amatrice totale, un petit court-métrage de 3 minutes où elle faisait vraiment passer un beau message sur comment elle se retrouvait en montagne, et comment elle a guéri ses blessures grâce à la montagne. Donc vraiment, c'était vraiment varié. On a pris beaucoup de plaisir à regarder tout ça. Et donc comment vous est venue un peu l'idée de ce festival Alors là, je vais parler au nom de Tania, parce qu'elle n'a pas pu être présente aujourd'hui. Vraiment, elle, c'était de pouvoir aider les nouvelles générations à pratiquer les sports de montagne, à casser un peu les codes, les tabous, et de dire on peut continuer à faire de la montagne quand on est ado, même si le corps peut changer, que le regard peut être différent, de se dire qu'on est capable de le faire, et aussi quand on devient mère. Ce qui a été mon cas, et ce qui est aussi le cas de Tania aujourd'hui, parce qu'elle est jeune maman, où malgré des grossesses et des enfants, on peut continuer à pratiquer avec plaisir, retrouver son niveau et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment inciter au maximum toutes les femmes, quel que soit l'âge qu'on peut avoir et notre situation familiale ou autre, de pratiquer et de prendre plaisir, sans forcément chercher de la performance et des chronos et de l'altitude et toujours plus, mais au moins continuer à pratiquer sa passion. Et donc pour faire partie de la sélection, qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer son film Alors la sélection, elle est libre, elle est ouverte. Il y a un pass de, je crois c'est 15 ou 20 $ sur la plateforme pour le publier.
Et après, donc, on a eu je crois qu'on a eu plus de 120 films proposés là pour l'édition de cette année, donc on n'en a retenu que 24, et je ne sais plus combien de dizaines de pays, mais ça allait du Québec à la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, la Suisse, enfin de partout. Donc il y a vraiment eu un très très gros engouement et c'était très long à choisir. Le jury a passé un sacré bout de temps à visionner tous les films. Ça doit pas être facile. Et est-ce qu'il y a d'autres festivals dans ce genre qui existent dans d'autres pays, ou c'était un peu Alors je sais qu'en Suisse il en existe un, mais en France c'est le premier qui est vraiment 100% féminin, mais pas pour montrer que le sport au féminin en montagne est plus beau ou plus performant que les hommes, mais juste avoir une approche différente et montrer que c'est tout aussi beau avec un œil féminin aussi. Et médiatiser un peu ces sportifs. Pour la suite, donc ça a été un grand succès. Pour la suite, donc vous souhaitez, j'imagine, refaire... On continue. On va pas s'arrêter là maintenant qu'on est lancé. Donc on prévoit déjà la programmation pour l'année prochaine. Donc Tania est en train de s'occuper des réservations de salles pour l'édition 2022. Et moi, je commence à travailler pour essayer de faire des tournées dans d'autres villes de France. Parce que pour ma part, j'arrive de Toulouse. Même si j'ai grandi à Lyon, d'ailleurs ça me fait bizarre de me retrouver là où j'étais à la fac. Par exemple à Toulouse, on est vraiment déserté sur ce genre d'événement. Donc voilà, on va faire une sélection de villes pour qu'on puisse faire une soirée dans d'autres villes avec par exemple les films primés ou les gros coups de cœur qu'on peut avoir, de façon à ce que ça puisse tourner un petit peu plus. Et pas qu'Annecy, même si c'est très beau. Donc vous cherchez un peu des gens sur place pour on est toujours à la recherche de bénévoles parce que l'équipe est 100% bénévole sur le festival. On a tous nos emplois du temps avec nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Donc dès qu'il y a des hommes, femmes, parce qu'on n'est pas fermé, des bénévoles qui le veulent bien, on est partant pour prendre un petit peu plus de monde pour l'aventure parce que c'est vrai que c'était vraiment sympa. En tout cas, un grand bravo à toi, Edwige, parce que c'est aussi sur ton temps personnel que tu as fait ça en tant que bénévole. Une fois que les enfants étaient couchés, c'était plus facile d'allumer l'ordinateur, mais oui. Mais quand on a vu la réussite du festival le week-end dernier, c'est vrai que c'était vraiment très agréable de voir tout ce travail accompli et l'engouement dans les salles où les gens venaient nous remercier, nous féliciter en nous disant mais vivement l'année prochaine, continuez d'autres villes, faites-nous rêver encore un peu plus. C'est à taille humaine et c'est vrai que on a vraiment envie que ça continue. Un grand bravo à vous. Par rapport, donc c'est intéressant ce festival donc Femmes en montagne, ça a permis donc de médiatiser un peu plus les femmes qui pratiquent les sports de montagne, de montrer qu'en montagne on peut faire des choses très poussées. Il y a des gens qui font de la performance, d'autres des choses juste partager un moment en montagne, passer juste l'esprit de cordée, passer une nuit dans un refuge. Donc il y a moyen de vivre des beaux moments. En parlant de beaux moments, tu vas pouvoir, Anaïs, nous expliquer un peu plus, toi, l'association Lead the Climb, ce qu'elle propose, et plus particulièrement le groupe des encadrantes, ce que vous faites. Là, je vais te laisser la place, si tu veux. Du coup, Lead the Climb, c'est un club qui fait partie des 420 clubs du club alpin français. Et ça a été monté par Marion Poitvin, qui est guide aussi et qui travaille sur les montagnes, en 2018, parce qu'elle voulait vraiment féminiser, former les femmes à devenir autonomes en montagne. Parce que au CAF, il y a 40% de femmes adhérentes, et sur ces 40%, il n'y en a que 10% qui sont encadrantes, donc qui peuvent aussi encadrer des sorties au CAF. Donc moi, j'ai commencé la montagne en 2015 parce que j'ai eu de la chance dans l'entreprise où je bossais. Le comité d'entreprise avait une section montagne et un collègue guide qui avait monté ces sections et qui, du coup, ça permettait de sortir, découvrir l'alpinisme et se former un peu. Et après, j'ai fait quelques sorties du coup avec Lead the Climb. Donc ça, par exemple, c'est une des sorties qu'on avait fait. Il y a de tout dans il y a de tout dans Lead the Climb. Ça propose des stages d'alpinisme, d'escalade, de ski de randonnée, de cascade de glace. Et il y a vraiment tous les niveaux, Donc ce qui est bien, c'est quand on débute et on ne sait pas trop par où attaquer parce que le CAF, c'est un peu compliqué pour s'inscrire et trouver des sorties. Lead the Climb, c'est entre le bureau des guides et le CAF. Donc les personnes qui encadrent sont des guides de haute montagne, donc des femmes.
Et toutes les inscriptions et le paiement se fait en ligne. C'est pas toujours le cas dans les CAF. Pour s'inscrire, des fois, c'est un peu complexe. Donc là, ça facilite vraiment les choses. Donc c'est sûr que les sorties, les week-ends sont payants. C'est à peu près 150 € le week-end, mais ça reste en petit comité. Généralement, il y a entre 4 et 6 participantes et la guide. Et c'est très qualitatif, c'est-à-dire que les guides nous contactent en amont, on prépare la sortie tous ensemble, chacun réfléchit à la course, ce qu'on va faire, pourquoi, la météo et tout ça. Et ça, on arrive à le faire un peu en visio et par téléphone en amont. Et une fois sur le terrain, c'est pas la guide qui nous emmène. Les participantes sont vraiment impliquées dans la sortie. Donc souvent, selon les disciplines, mais moi j'avais fait surtout cascade de glace et on fait toujours une journée où on revoit les bases, les manips, les relais, comment mettre une broche ou en escalade, comment faire un relais, poser des freins, toutes ces choses-là. Et le lendemain, on part faire une course, ça par exemple. C'était un très gros tour. En fait, moi j'avais déjà un bon petit niveau en montagne, j'arrivais à être autonome dans des sorties en AD avec un peu mon copain et des amis qui faisaient déjà de la montagne. Mais c'est dur de passer le cap au supérieur et justement, Lead the Climb propose des stages comme j'ai pu faire ce qu'ils appelaient Alpi Plus. Donc dès que vous voyez un plus dans les sorties, c'est que c'est un peu plus dur. Et là, c'était vraiment très formateur. On était 2 filles avec une guide et on a fait 5 jours d'affilée d'alpinisme dans les écrins. Donc on est parti de la Grave, on s'est un peu coupé. Et on a fait 5 jours, 5 sommets, 5 courses. Levé 4 heures. Voilà, quand on a commencé par faire les Enfetchors à la Grave, moi, c'était le truc qui me faisait trop rêver, où je me disais waouh, c'est magnifique. Et ben à la fin des 5 jours, je me suis dit les Enfetchors, c'était la promenade de santé finalement du début, parce qu'après on a fait le Rat Ouest, on est descendu, après on a fait le pilier nord de la Pointe d'Amont. Pour moi c'était une course difficile, mais là on passait quand même en tête et c'est bien aussi d'avoir une guide avec nous pour les passages où on se sentait pas à l'aise, on n'hésitait pas à lui dire tu veux pas y aller parce que là je le sens pas trop. Elle nous poussait quand même à y aller, donc on essayait, mais moi ça m'est arrivé de faire des erreurs d'itinéraire, de me retrouver complètement bloquée. J'étais contente qu'elle soit là pour récupérer. Mais à la fin des 5 jours, ça m'a vraiment permis de passer un cap dans ma pratique et d'être vraiment plus sereine pour sortir. C'est pas pour ça que j'ai fait des trucs durs après, mais par contre, j'étais beaucoup plus à l'aise et sûre de moi sur la recherche d'itinéraires en montagne, faire mes relais, savoir quand est-ce qu'il faut tirer une longueur ou quand est-ce qu'il faut faire de la corde tendue, quand est-ce qu'il faut se reposer ou s'arrêter, et un peu la prise de décision. Donc ça a beaucoup changé. Et je voulais essayer de faire partie d'un groupe d'alpinisme féminin, comme on peut voir avec le GFHM ou les Encordés, je ne sais plus, il y en a plein, Fédérel. Enfin, il y a beaucoup de groupes féminins qui se montent en ce moment. Comme Lead the Climb, ils proposent 150 journées de stage et qu'il y a 320 adhérents et qu'elles ouvrent les inscriptions en ligne et en général, dans les 2-3 heures, tout est complet. Donc, elles n'ont pas assez de guides, il n'y a pas beaucoup de guides féminins, comme tu l'as dit, il n'y a que 3% de guides femmes. Donc, des fois, c'est un peu difficile de proposer plus de journées parce qu'il n'y a pas assez de guides pour encadrer. Donc, voilà, c'est nous. Donc, elles ont eu l'idée de créer ce groupe dont je fais partie. On est 6 et pendant 2 ans, on est formé par 2 guides. Et à la fin des 2 ans, on passe les brevets d'initiateur CAF dans les disciplines qu'on veut. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes des disciplines favorites. Donc, on va pouvoir proposer du ski, de l'escalade, de la cascade. Enfin, je pense qu'on passera toutes des brevets différents. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Toi, tu vas passer le ski. Non, le ski, peut-être terrain-montagne aussi, j'aime bien aussi ça. Mais ça, voilà. Et cette année, Lead the Climb, du coup, va proposer aussi des formations mixtes. Donc, ce sera plus uniquement réservé aux femmes. Il y aura toujours des groupes qui seront encore pour de la formation que entre femmes. Et il y aura d'autres journées où l'intérêt, c'est aussi de faire des cordées mixtes. Donc voilà, ce sera plus uniquement limité aux femmes. Ouais, c'est déjà tout accessible sur le site. Je pense que si vous tapez Lead the Climb inscription sur Internet, c'est le premier site qui sort. Et c'est bien précisé. Ça, cette photo,
C'est ma première sortie d'alpinisme. C'est ce qui m'a donné envie de faire de la montagne. Non, justement, ouais, on avait fait... c'était ma première... je pense que c'était vraiment la première fois que je mettais des crampons et tout. Et on était sur le glacier du Tour à Argentière et il pleuvait des trompes d'eau. Mais on était super motivés. On a fait des mouflages sur le glacier. Et le lendemain, il faisait grand beau. On a fait l'aiguille du Tour et c'était vraiment chouette. Ça, c'était cet été avec les filles du groupe. C'était une sortie encadrée par nos guides. Du coup, et on est motivés, quoi. On s'est fait des petits bivouacs pour après faire des sorties d'alpi. Donc c'est assez complet cette formation. On fait des grosses sorties avec les guides et après on se retrouve aussi à 6 entre nous pour sortir en montagne en autonomie toutes les 6 ou des fois que à 2 ou 3 parce que des fois à 6 organiser vraiment une sortie les 6 en même temps sur la même montagne ensemble c'est long. Enfin vraiment on met beaucoup plus de temps parce qu'on s'attend, on apprend des choses donc faut prendre le temps. Non, mais en tout cas, c'est super. J'espère que ça peut donner des idées à certains d'entre vous, certaines ou certains. Et donc, par rapport, on a beaucoup parlé des groupes récents ou de ce qui est mis en place actuellement. Donc, je voulais juste vous faire un petit point histoire pour vous montrer que, en fait, c'est pas nouveau, les femmes en montagne ou les groupes de femmes. Donc, la première femme qui a gravi le Mont Blanc, donc c'était en 1808. Donc ça date quand même. Et c'était Marie Paradis. Donc elle, par contre, elle est arrivée au sommet du Mont Blanc, mais elle n'était pas du tout actrice de son ascension. C'était à cette époque, il fallait toujours qu'il y ait un homme qui fasse partie de la cordée et qui s'occupe de protéger entre guillemets les femmes. C'est donc les cordées entre femmes. Donc à cette époque, donc ça a commencé la recherche des premières féminines. Donc cette année, on a fêté les 150 ans de la première féminine au Cervin, donc avec Lucy Walker. Au final, c'était pas bien plus tard que la première masculine. La première masculine était en 1865, première féminine en 1871, donc ils n'ont pas traîné. Les premières cordées féminines, par contre, sont apparues à l'entre-deux-guerres, à la fin des années 1920. Et donc là, à cette époque, le but des femmes qui voulaient faire de la montagne entre elles, ça n'a pas changé d'aujourd'hui. C'était surtout de se prouver qu'elles étaient capables de le faire, de se donner confiance et toujours la même chose comme aujourd'hui. Elles ont gravi donc, des sommets emblématiques comme le Grépon, le Cervin, l'Aiguille Verte. Donc il y a eu aussi des expéditions féminines à l'étranger. En Himalaya notamment, donc ça a souvent échoué. Et donc moi, il y a un livre que je vous conseille si c'est des sujets qui vous intéressent, qui m'a vraiment plu. Ça retrace une expédition 100% féminine qui s'est déroulée en 1974 au Pic Lénine. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et donc ça s'appelle Ici Elvira, vous m'entendez. C'est un livre qui a été paru aux éditions du Mont Blanc, écrit par une femme, qui s'appelle... je retrouve le nom. Donc pour ceux que ça intéresse, elle s'appelle Linda Cotino et donc c'était super intéressant. Donc c'est une Polonaise en fait, donc qui s'appelle Elvira, qui a décidé donc de créer ce groupe, cette cordée. Donc elles étaient 8 femmes au total et donc elles ont décidé de gravir le pic Lénine. Donc malheureusement, elles ont été mal aiguillées. Et donc c'est assez tragique, elles sont toutes restées au sommet, mais c'est assez émouvant. Ça a marqué aussi un point dans l'histoire de l'alpinisme au féminin, parce que du coup, les hommes se sont dit, en fait, les femmes ne sont pas capables, entre femmes, elles n'arrivent pas à gravir et à redescendre, donc ça a mis quand même un frein. Par la suite, il y a eu des groupes féminins, comme le GFHM ou ce genre de choses. Et donc ça s'appelait le rendez-vous haute montagne. Donc là, toujours la même chose. Et ça a permis aussi d'essayer de combattre les idéologies relatives au fait qu'elles étaient incapables. Et donc la première femme guide, je ne sais pas si vous savez en quelle année ça a été, des idées. La première femme guide donc, en France et en Europe, c'est Martine Roland en 1983. Donc il y a maintenant une quarantaine d'années. Donc je trouve que... Oui, pardon. Oui, mais on en est pas loin. Oui, excuse-moi. Pardon. Pourquoi ? Pardon.
Non, c'est juste que ma sœur est de 83 et si elle était dans la salle en train de se dire j'ai 40 ans, je pense qu'elle serait vraiment pas contente. Bon, désolée pour ceux qui sont de... Donc, en 1883, donc il y a quelques années. Donc ça a pris du temps. Pour moi, je trouve que c'est un peu un exemple quand même parce que donc première femme guide, elle a quand même réussi à concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Elle a quand même 2 enfants. Elle a passé le guide en ayant déjà un enfant. Donc c'était assez courageux et elle a quand même ouvert la voie. Actuellement, il y a maintenant un peu moins toujours 40, un peu moins d'une quarantaine de femmes guides. Ça évolue quand même, donc c'est encourageant. Par rapport à ça, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a de moins en moins de freins pour les femmes de faire de la montagne. On est quand même encouragés. On va pas se le cacher, on est à la bonne époque. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours des limites pour les postes d'encadrante. On voit que chez les femmes guides, toujours que 3%, et dans les postes à responsabilité. Donc voilà, le message, c'est on espère qu'il y en aura plus. On vous encourage pour faire le pas. Donc par rapport à ça, donc on n'a pas beaucoup parlé des cordées féminines, des femmes en montagne. Mais bon, nous, on n'est pas non plus, je pense, 100% à faire de la montagne entre femmes. Donc, je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du coup, par rapport à ça, des cordées féminines et de ces groupes féminins? Du coup, pour faire partie d'un groupe féminin, non, en vrai, ça dépend aussi comment, je pense, on a appris la montagne. Enfin, c'est vrai qu'on apprend plus des fois avec des garçons. Moi j'ai bien aimé. Moi j'ai appris dans cordée mixte au début et en plus l'entreprise dans laquelle je travaillais c'était dans les centrales hydroélectriques. Du coup beaucoup d'ingénieurs qui venaient en montagne avec nous. À l'époque moi j'avais 25 ans. Les gens qui venaient en montagne avec moi c'était mes collègues de boulot. On était 3 filles sur le groupe de 10 et c'était plus des gars autour des 35-40 ans. Mais ça s'est toujours super bien passé parce qu'aussi ils apprenaient aussi en même temps que moi. Et il y avait quand même, je pense que j'avais de la chance, mais c'était même si c'était un milieu masculin, ils étaient quand même dans l'apprentissage aussi, donc ils partageaient bien le lead sur la cordée, après ils avaient toujours le truc où ils voulaient porter la corde, le truc, bon ça moi ça m'arrange, c'est bien aussi, des fois, mais il y avait vraiment une bonne, moi j'ai pas été gênée par ça, mais par contre après moi, j'ai commencé à faire des stages entre femmes parce que je ne trouvais pas à me former autrement. Le CAF, c'était compliqué de faire des sorties avec des encadrants et de ce que je pouvais voir en montagne quand je sortais. Il y avait beaucoup de monde à chaque fois dans les groupes. Ça ne m'attirait pas forcément. Et quand j'ai entendu parler de Lead the Climb, je me suis dit je préfère payer mon week-end 150 € et vraiment apprendre vraiment des choses en petit comité. C'est qualitatif. Et en fait, j'ai découvert comme ça les cordées 100% féminines. Et j'ai vraiment aimé cet espace d'apprentissage où c'est vraiment bienveillant. Il y a toujours eu des bons groupes. Moi, j'ai de la chance de tomber peut-être toujours dans des bons groupes, mais où on n'a pas de jugement. Si on a peur, on n'y va pas en tête. C'est pas grave. Les guides, elles nous poussent toujours un peu à nous dépasser, mais s'il y a des filles qui ne le sentent pas, il n'y a pas de gêne pour le dire. Si on ne se rappelle plus de ce qu'on vient de voir pour faire un relais parce qu'il y a beaucoup d'informations, personne n'hésite à redemander. Il n'y a pas de questions bêtes. Enfin, on se sent vraiment à l'aise de s'exprimer, poser plein de questions. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que c'est quand même important aussi de penser à retourner en cordée mixte avec des hommes aussi, parce qu'après, c'est difficile de trouver des compagnons de cordée. Donc, quand on a un petit groupe, on reste souvent avec ce petit groupe-là. Mais moi, j'essaye quand même de toujours un peu trouver des nouvelles personnes pour aller en montagne et un peu des hommes aussi, parce que c'est une approche différente et je pense que les deux sont complémentaires. Donc, voilà. Moi, pour ma part, j'ai quasiment fait que de la cordée mixte. Très peu avec que des copines, mais juste parce que c'était fait de cette façon-là. C'est vrai que moi j'ai un parcours qui est un petit peu à part, où c'est vrai que j'ai grandi avec donc moi c'est mon père qui m'a initié à la montagne, et avec une idée très arrêtée, étant un ancien militaire, où quand on croisait les chasseurs alpins, une fois je me souviens, on était à la Grave, et il m'a dit regarde, c'est une femme qui est gradée. Et donc moi je trouvais ça hyper impressionnant. Et puis juste après, une fois le dos tourné, il me disait elle est quand même vachement masculine. Et il trouvait ça magnifique, mais en même temps c'était pas l'image qu'il avait de la femme.
Et ce qui fait que j'étais un petit peu perplexe. Et ce qui fait que quand j'ai fait de la montagne, pour moi, ça me semblait logique que ce soit un homme qui soit devant, alors qu'en fait, techniquement, une femme, ça aurait été très bien aussi. Et c'est quand j'ai commencé à faire de plus en plus de montagne avec d'autres personnes et puis moins avec lui et à m'ouvrir un petit peu plus, où je me suis aperçue qu'en fait, non, les femmes ont fait des choses tout aussi bien. Et de temps en temps, j'ai encore cette espèce de réflexe de mon éducation où si je croise deux nanas en train de faire une cordée sur une course, instinctivement, on va tourner la tête en disant où est le guide ? Et pourtant, je suis la première à me dire que non, les femmes, elles ont tout à fait leur place en montagne, mais j'ai ce petit truc à l'intérieur où je me dis il faut vraiment que ça change. Et là où je suis contente du fait que ça commence un petit peu à changer, moi par exemple, j'ai 2 garçons. Le plus grand a 6 ans. Et mon compagnon ne faisait pas de montagne quand je l'ai rencontré. Et c'est moi qui l'ai initié à tous ces sports. Et aujourd'hui, pour mon fils, c'est normal que ce soit maman qui soit devant, avec les cordes, avec la carte, avec tout le matériel nécessaire, et que papa suive. Mais même pour lui, dans sa mentalité, donc pour mon compagnon, au début, c'était très difficile de dire que sa compagne est meilleure en ski, est meilleure sur plein d'autres disciplines. Et en fait, il s'est fait à l'idée, et au final, il se dit que c'est pas si mal, et que l'approche va être complètement différente. Donc, je ne vais pas dire que je suis à fond pour qu'il n'y ait que des cordées féminines, parce qu'au final, je trouve que quand on fait homme-femme, on a une autre vision de la montagne, une autre vision de la pratique. En escalade, on va pas passer forcément au même endroit. Enfin, on va passer au même endroit, mais pas de la même façon. Alors que c'est pas parce que je fais 1m60 et que la personne avec moi fait 1m80 qui va passer forcément mieux. Donc c'est plus ça où moi je suis plus... comme pour l'écologie, je suis pas à fond. Je suis raisonnée et j'ai envie que ça soit vraiment du vrai mixte, mais que les femmes ne se sentent plus... je ne vais pas dire pas coupable, mais qu'on s'enlève cette étiquette de dire tu fais de la montagne, t'es hyper sportif, t'es musclé, t'es un garçon manqué. Non, je suis juste une femme en puissance et que je suis pas manquée, je reste une femme, et c'est ça aussi que j'ai envie quand je dis qu'il faut casser les codes, c'est cette image où on nous dit qu'on n'est pas assez féminine parce qu'on fait des sports qui sont soi-disant réservés aux hommes. Donc non, moi je suis plus cordée mixte que 100% cordée femme pour le coup. Il y en a qui ont un avis par rapport à ça dans la salle ou... Non. On mange personne. Hein. Non, mais c'est bien d'avoir tout ça. Pas en fait que plus que les cordes féminines, et voilà, moi je trouve la mixité. Après j'entends vraiment que il faut que c'est vrai que les gars, on a pas un caractère d'un testostérone, notamment les gays du Finlandais, et des fois on va trop prendre de lui. Après, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait des cordées féminines qui se mettent pour faire parler d'elles et montrer aussi qu'on peut être capable, pour que le regard de l'homme, c'est pas méchant, mais de l'homme change en disant, effectivement, dans une cordée mixte, la femme peut être en lead, mais qu'il n'y ait pas un rapport de force c'est là où c'est délicat. Mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des femmes qui militent pour dire on existe et on a le droit d'exister et on peut faire aussi bien, pour que le regard de la nouvelle génération masculine change et qu'on puisse bien partager l'ensemble. Au final, on est d'accord. La mixité. Moi, j'ai vraiment vu le changement parce que mon copain est un ancien chasseur alpin. Il fait beaucoup de montagne. Et vrai, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses au début, même si j'avais déjà fait des stages d'alpi et tout ça. Mais après, je sortais beaucoup en montagne avec lui. Et au début, il était tout le temps devant. Il faisait tout pour moi, les relais, me bâcher, machin. En ski, je faisais jamais la trace et tout. Bon, moi, je m'imposais pas forcément. J'étais c'est quand même cool. Et après, j'ai quand même plus pris mon indépendance en montagne. J'ai fait quelques stages avec Lead the Climb. Et après,
on pouvait plus trop sortir en montagne ensemble parce qu'il travaillait le week-end et pas moi, donc j'allais avec d'autres gens. Et maintenant, lui, il a vraiment. Maintenant, il est super content que je passe devant. On fait des courses en montagne où je suis devant tout le temps. En ski, je fais la trace. Ça, je taille les marches en crampons et en piolet. Et lui, il est vraiment content. Donc je me dis, ça peut changer. Il n'était pas du tout macho ou quoi, mais c'était juste naturellement, il prenait le lead et il faisait les passages durs et tout ça. Et maintenant, il dit, je veux pas y aller, j'ai pas la motive. Du coup, voilà. Mais donc ça change, quoi. Ça montre que ça peut changer. Et juste, je pense que c'est important de... Nous, on peut prendre confiance des fois plus facilement qu'entre femmes. Et après, on se rend compte qu'on est capable. Et ça nous permet de transposer ça dans les groupes mixtes. Donc par rapport aux initiatives qui ont été mises en place, vous avez des idées pour d'autres choses qui pourraient un peu dans l'idée de 100% Women Peak, qui pourraient impliquer un peu plus un plus gros projet? Plus gros, je sais pas. Plus gros, mais plus global. Non, alors après, moi j'ai beaucoup aimé le projet suisse. Enfin, c'est vrai que pour avoir beaucoup fait d'alpi là-bas d'escalade et de ski, c'est un pays qui s'y prête. Après, nous en France, on n'a pas la capacité d'avoir autant de sommets de plus de 4000. Mais après, ils sont beaucoup plus durs. Oui. Mais je pense que nous, en plus, on a 2 gros massifs. Donc on a les Alpes et les Pyrénées. Et ce sont 2 façons de voir la montagne sur ces 2 massifs. C'est complètement différent. Et je pense qu'en France, on aurait peut-être plus de mélanger plusieurs disciplines dans ces 2 massifs et ne pas se fixer que sur l'alpinisme comme ils ont fait en Suisse, même si c'était vraiment très bien. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être partir un peu de cette idée en partant plus peut-être sur de la mixité que du 100% féminin, ou faire en tout cas les 2, avec un mélange d'alpinisme, d'escalade, en gardant par exemple ou du VTT ou même d'autres de la comment ça s'appelle, du canyoning, ça fait partie aussi des sports de montagne. Et par exemple prendre les plus belles voies ou les plus beaux sommets ou les plus belles traces et y mixer un petit peu tout ça, parce que certaines femmes se retrouvent dans certaines disciplines et pas dans d'autres. Donc voilà, moi j'avais plutôt ça en tête en me disant que ça pourrait être intéressant à mettre en place pour mixer vraiment tous les sports en mixant aussi hommes-femmes. Et l'idée, ça pourrait être intéressant. Après, il faudrait trouver une office du tourisme. C'est vrai que faire découvrir des régions de France où on ne connaît pas forcément, il y a de belles montagnes ou de quoi faire des sports de montagne en fait, qu'on ne connaît pas forcément. Tu avais d'autres idées? J'avais plus pensé à un événement aussi, vu qu'il y a beaucoup de groupes féminins de plus en plus. C'est difficile de tous les identifier. Je m'étais dit que ça pouvait être pas mal peut-être un jour de faire un espèce de gros événement avec un peu plus axé sur la formation aussi, mais à différents sports de montagne, et d'essayer de convoquer tous ces groupes féminins à un même endroit dans les Alpes. Par exemple, je sais qu'à Elfrode, ça se prête bien à ce genre de choses parce qu'il y a un gros camping, on peut être beaucoup, et on peut faire de l'escalade, de la grande voie, de l'alpi, et ça pouvait faire un espèce de grand week-end ouvert à tout le monde pour découvrir un peu différents sports de montagne et voilà. Et rassembler un peu tous ces groupes. Ça fait loin des Pyrénées quand même. Et justement, tu parles donc des différents groupes. Donc je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui potentiellement seraient intéressés. Donc je voulais refaire un petit résumé de ce qui existe. Donc on a parlé de Lead the Climb, qui propose donc des formations ponctuelles de 1, 2, 3 jours, voire même 5 jours. Mais c'est pas tout le temps les 5 jours. Assez intense. Donc ça, voilà, faut être adhérente. Il y a également donc Girls to the Top, pareil, faut être adhérente. Il y a des week-ends de formation également. Il y a après donc des groupes qui durent sur 2 ans. Donc le GAF, le GFHM. Donc ça, c'est des groupes un peu comme les encadrantes. Donc il y a un dossier de sélection. Alors faut pas se limiter, c'est pas parce qu'il y a un dossier, ça fait un peu peur. Mais ce qui est vraiment évalué, c'est pas forcément le niveau technique. Ils vont faire des entretiens et le but, c'est de voir qu'il y aura une bonne entente dans le groupe, une bonne dynamique. Et du coup, après, chaque fille pourra s'apporter, se compléter, se donner des conseils. Donc ça marche assez bien. Et ces groupes, donc au bout de 2 ans, il y a un projet commun, donc une expédition. Donc les filles décident entre elles quel projet mettre en place. Et donc elles sont encadrées par des guides
ce qui leur permet après de devenir autonomes, donc un peu comme les encadrantes. Il y a également des événements un peu plus ponctuels qui sont, c'est des projets qui sont soutenus par des marques, donc dont The North Face par exemple pour l'IF3. Je sais pas si l'IF3 ça s'était déroulé à Chamonix et il y avait donc des initiations cascades de glace, trail, rocher. Il y aura également des sorties cet hiver, donc plutôt à Chamonix, donc en ski de rando. Ouais, ils refont un truc qui s'appellera les Rideuses. Ils n'ont pas trop communiqué dessus encore, mais je crois que c'est le 8 janvier, donc vous pouvez regarder sur Never Stop Chamonix si c'est des choses qui vous intéressent. Il y a beaucoup de places. Ils ouvrent 50 places pour différents. Ce sera du ski, mais je crois qu'il y a ski de couloir, freeride, débutant. Enfin, ça dépendra des conditions. Oui, ça dépend des conditions, mais il y a quand même beaucoup de choses proposées, même pour tous les niveaux, je pense. Oui, voilà. Et après, donc plutôt mixte, pour ceux qui sont intéressés de faire de la montagne, découvrir, il y a par exemple en glace le Ice Festival aux Écrins. Je crois Ice Climbing, pardon. Ice Climbing Écrins. Donc ça, pareil, ceux qui veulent découvrir ce genre d'activité. Et il y a plein d'autres événements pour vraiment découvrir un peu tous ces sports de montagne. Donc par rapport à ça, vous, est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent et pourquoi ? Enfin, une femme sportive qui vous inspire et pourquoi ? Moi, quand j'étais jeune, c'était Catherine Destivelle. C'est ça, c'est le classique. Non, je trouvais ça génial, venant de la ville, ce qu'elle avait réussi à faire, jusqu'à quel niveau elle avait réussi à monter. Et c'est vrai que pour moi, quand je voyais j'étais pas encore née, je sais plus à quelle année elle a fait les Drus, mais j'étais vraiment pas jeune. Enfin, j'étais vraiment toute petite. Et pour moi, c'était waouh. Et c'est vrai que c'était la femme du moment. Après, il y en a eu d'autres, mais pour moi, c'était celle qui vraiment m'avait la plus marquée et qui m'a donné encore plus envie de continuer à faire de la montagne. Et c'est elle qui m'a donné envie de faire de l'escalade, sachant que c'était une des disciplines que j'avais pas apprises enfant. Donc voilà, moi c'était plutôt, ça serait Catherine. Moi, j'avais pas forcément à l'époque de femmes qui m'ont motivée à faire ça. C'est juste que j'adore toujours être dehors et faire du sport en pleine montagne. Et après, de randonnée, on a envie d'aller plus haut. Je faisais déjà beaucoup de ski, donc c'est vraiment plus de pratiquer tout ça. Et moi, c'est plus des copines à moi à l'époque qui m'ont vraiment motivée, où je voyais des amis un plus âgés qui, pour moi, elles faisaient des trucs de fou en montagne, et je me disais, mais c'est génial ce qu'elles font. Et c'est un peu comme ça que je me suis aussi dit, j'ai envie de m'y mettre plus. Et après, j'ai surtout eu envie de me former aussi, parce que c'était bien d'aller avec des amis qui t'emmènent, mais t'as pas l'impression de maîtriser un peu ce que tu fais, donc faire une rando ça va, mais quand tu te retrouves sur un glacier avec des crampons et que tu te dis qu'est-ce que je fais là. Donc c'était important de me former. Mais après, aujourd'hui, des femmes qui inspirent, c'est aussi toutes les femmes qui ont des enfants et qui font quand même toujours de la montagne, notamment c'est vrai, une américaine qui s'appelle Hilary Nelson et qui a descendu le Lhotse à ski, et elle a 2 enfants qui sont maintenant grands. Et je regardais pas mal de choses qu'elle faisait, ou un peu le discours qu'elle a par rapport à ses enfants. Et c'est vrai qu'elle s'empêche pas de faire des trucs quand même engagés. Elle explique bien à ses enfants pourquoi elle le fait et tout ça. Et ses enfants sont plutôt contents que leur maman fasse ça. En tout cas, de ce qu'elle véhicule, c'est quelqu'un de simple qui paraît pas du tout dans la performance comme ça. Elle fait juste ça parce qu'elle adore faire ça, et ça marche comme ça en fait. Donc, ce qui est chouette en fait avec ces initiatives, notamment le festival Femmes en montagne, c'est on a eu des images de femmes qui faisaient de la montagne, notamment avec des personnes comme Catherine Destivelle, des femmes comme Marion Poitevin. Mais ça véhiculait quand même, je pense, une image de femmes très forte, et c'était pas toujours facile de s'identifier parce qu'elles étaient quand même au niveau. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui fassent ça, on se dit, de plus en plus de femmes guides notamment. On se dit en fait potentiellement si je m'entraîne, si je le fais, c'est quand même c'est possible quoi.
Donc par rapport à faire de la montagne, je voulais vous savoir si vous avez un mot à dire pour nos spectateurs, spectatrices qui rêvent de vaincre des sommets et de progresser dans leur pratique. Quel petit conseil vous pouvez leur donner? Non, on rigole parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant. Et moi, la première chose qui m'était venue à l'esprit, c'était savoir renoncer. Et ça vient avec un petit peu plus d'années de pratique. Où effectivement, quand on est à 100 mètres du sommet et qu'on se dit qu'on est à bout et que la météo est en train de changer et qu'on n'a qu'une envie, c'est d'arriver là-haut, il faut savoir dire non. Et pour moi, c'était la première chose qui m'était venue à l'esprit pour en avoir fait les frais plus d'une fois où j'avais pas voulu abandonner parce que par orgueil, j'allais dire un peu par vanité aussi, et me dire non, je peux arriver comme les hommes à monter là-haut, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un peu ça en tête, où il fallait toujours que je sois meilleure, légale ou meilleure que les hommes. Et au final, voilà. Pour moi, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça, c'est savoir être humble et dire j'ai renoncé, et au final, et souvent, c'est même mieux de se dire j'ai renoncé plutôt que de dire j'en ai bavé ou ça a fini avec l'hélicoptère. Donc c'était ça pour moi. C'est vrai que le sommet, c'est toujours cool, mais moi, ce que je me rends compte aussi, c'est... Moi, je n'ai pas trop de problème à renoncer. Enfin, si j'aime quand même bien aller en haut, je me pousse et tout ça, mais moi, il y a une rando à ski que je n'arrive jamais à finir parce qu'à chaque fois que j'y vais, je suis super fatiguée, je n'arrive jamais en haut, je rentre toujours avant. Mais je me dis qu'en fait, ce qui est génial, c'est le temps qu'on passe là-haut, et tant pis si on va en haut ou pas, au final, même sur la montée, il se passe plein de choses, la descente aussi, et c'est ça qui est bien, c'est juste d'être déjà sorti, d'être allé dehors et d'avoir déjà fait quelque chose, c'est bien. Après, moi, le conseil plus que je peux donner, c'est qu'il faut bien se former, c'est important de ne pas griller les étapes en montagne, et même si on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et des fois... moi, j'ai des amis, ils ont commencé la montagne en même temps que moi. Aujourd'hui, ils sont aspi guides, et je me dis, j'ai raté un truc là. Bon, j'ai pas forcément envie d'être guide, mais je me dis juste, waouh, ils ont pris un niveau de fou. Et après, en discutant avec eux, je me rends compte aussi qu'ils ont pris beaucoup de risques pendant ces années-là. C'est passé, hein. Il y a plein de fois où c'est passé, la météo, les conditions pas bonnes, et ça passe. Moi, j'avais pas envie de cet engagement-là, donc je me dis que de toute façon, j'ai pas envie de griller les étapes. Pour moi, c'est quand même un loisir, même si j'en fais beaucoup. Mais voilà, donc se former, c'est important, et de prendre le temps de faire des sorties faciles et après un peu plus dures, et de revenir dans du facile, et des fois de se mettre une bonne mission, mais après refaire des trucs plus cool pour reprendre confiance, parce que la montagne, c'est fatigant physiquement, mais aussi moralement. Des fois, on se rend pas compte. Moi, cet été, j'ai l'impression de ne pas être trop sortie en montagne. Je me dis, j'ai fait que 5 sorties d'Alpi. En fait, je me dis, en fait, si, c'est beaucoup, 5 sorties. Il y en a qui étaient durs, et même si pour d'autres personnes c'est des sorties super faciles, tu leur dis j'ai fait ça, ils sont là, ah ouais, c'est tranquille. Moi, j'ai pas vécu ça tranquillement, mais mais voilà, faut aussi prendre le temps de récupérer, de se reposer, et voilà, d'aller par étapes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les pratiques. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions dans la salle posées. Non. De toute façon, vous pourrez, si vous avez envie, vous pouvez venir échanger avec nous juste après. Et je voulais juste conclure par Catherine Destivelle, justement, une petite phrase qu'elle a dit. En fait, on est tous des amoureux de la montagne. Donc, voilà, hommes ou femmes, ce qu'il faut, c'est juste, si on aime passer du temps en montagne, je vous encourage vraiment à vous lancer, puis à vous faire plaisir. Voilà. Et bon après-midi à tous. Merci à vous d'avoir été présents.